Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui émission pour les intermédiaires, donc je vous rappelle c'est plutôt vert, vert qui tend vers le jaune, euh, ou aller à la limite du coup les blancs qui sont là depuis suffisamment longtemps. Bref, normalement donc ici on recherche pas les trades de range et des trucs comme ça c'est le topo des blancs. Donc normalement je pars du principe que tout ça vous maîtrisez le trade de range, vous savez faire la différence entre un range et une tendance. Vous profitez pour l'instant moyennement des tendances parce qu'en gros soit vous arrivez à choper le breakout et tout ça. Donc nous, en tant que vert, on travaille toujours sur l'élargissement, comme un peu le topic que je vous faisais hier, le topo, pardon, euh, d'essayer d'élargir le champ des choses que vous pouvez utiliser, sur lesquelles vous pouvez vous exposer, d'accord. Et toujours pareil, un contexte que vous maîtrisez peu, vous y allez toujours tout doucement. Le contexte exponentiel et tout ça, là, les contextes un peu tendus, les contextes paraboliques, dès qu'on arrache un peu trop fort les contextes, évidemment, vous n'y touchez toujours pas. C'est littéralement interdit pour vous, ça. On y va doucement. On passe de trading de range et je maîtrise pas encore tout à fait bien la tendance, mais j'arrive bien à différencier les deux et à identifier qu'après un range, après une tendance, il y a toujours un range qui se forme, que c'est dans le range que les profits sont les plus faciles à faire, mais que quand on peut laisser traîner un peu un trade de range, quand on a un peu de conviction tendancielle, on peut essayer de profiter d'une tendance, renforcer un peu sur le breakout et récupérer des gains un petit peu plus importants. Ça, c'est ce que vous devriez avoir déjà compris à ce stade-là en étant vert. Que vous arriviez à le faire normalement, oui. Que vous arriviez à le faire parfaitement, il ne faut pas non plus vous en demander un petit peu trop. Si vous commettez encore des erreurs, c'est tout à fait normal. Ce qui est important à ce stade-là, c'est que normalement, l'utilisation de la méthode, elle est comprise. C'est-à-dire que là, vous comprenez que l'intérêt de la stratégie, ce n'est pas juste de suivre des règles à la con, mais que c'est effectivement bien d'identifier son contexte pour trouver un objectif, enfin pour trouver un trade de range dans lequel vous n'en avez strictement rien à foutre. Là, encore une fois, je ne vous demande pas d'avoir un avis. Quand vous êtes vert, c'est pas important que vous ayez envie d'acheter ou de vendre le marché. Ce qui est important, c'est que vous sachiez trouver les trades de range. Pour prendre des trades de tendance, oui, il faut que vous ayez un peu un avis, pensant que le marché va monter ou baisser. Mais pour les trades de range, normalement, vous n'en avez rien à foutre. Hein, je vous rappelle, le trade de range, c'est neuneux. C'est on prend son cerveau, on le pose et on cherche des conditions spécifiques d'hésitation de marché après des phases de tendance ou entre des phases de tendance. Ok. Donc ça, normalement, je réintroduis, mais c'est des notions que normalement vous maîtrisez, donc je passe très vite. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur l'exploitation du pullback. Comment on arrive à exploiter le contexte de pullback, à les repérer, voilà. Puisque normalement, ça c'est le truc que, en tant que vert, vous avez encore beaucoup de mal. Et pourtant, il faut que vous appreniez à le faire. Donc, le pullback, c'est probablement le truc qui se produit en général après le troisième trade de range. C'est-à-dire que vous prenez la troisième borne du range, votre trade se passe bien. Hein, évidemment, si vous jouez une accumulation, la troisième borne du range, normalement, elle doit bien se passer. Pour des raisons simples et évidentes, rappelez-vous que la structure, quand vous faites une borne de range, une troisième borne, c'est que normalement, voilà, votre contexte fait ça, là, et vous avez le marché qui fait tac, tac, et qui revient ici chercher 76,4. En gros, ici, pardon, voilà. Donc vous avez le marché, en gros, avec son contexte qui fait ça, d'accord. Le marché vient taper le contexte et rebondit dans le contexte opposé et le renverse, d'accord. Et du coup, le contexte, après, devient haussier. Et le trade troisième borne de range, c'est typiquement ça, quand on revient chercher le contexte ici, et que du coup, le marché repart. Vous, c'est là où vous prenez votre TP, d'accord. Encore une fois, je ne repasse pas de temps à expliquer ces trucs. Normalement, vous connaissez. Hein, vous venez acheter 76%, vous prenez votre TP à 76%. Et là où va y avoir trade d'accumulation, c'est parce que ça peut prendre multiples formes. Vous pouvez avoir une accumulation de type triangle, d'accord. Vous pouvez avoir des accumulations typiques de ça fait de la B, C comme ça, d'accord. Ça vient là, mais ici, au lieu de rebaisser, ça ne veut pas baisser. On construit ici une accumulation là et on part. Les accumulations, je vous mets souvent des triangles, c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs allers-retours. On n'accumule pas forcément en triangle. Hein. Ici, on peut très bien faire justement les corrections ABC. On s'en fout, c'est juste de dire ici, vous voyez que le marché commence à accumuler, réduire la volatilité à plus court terme avant d'accélérer. On appelle ça généralement la phase d'accumulation pour ça, d'accord. C'est que le marché accumule ou distribue. La distribution, c'est le range qui fait la fin de la tendance, c'est-à-dire le marché ralentit, il n'arrive plus à progresser au sein de sa tendance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il distribue la valeur. Par contre, l'accumulation, ça précède le mouvement directionnel. Ok, accumulation, distribution. C'est toujours comme ça que le marché fonctionne. Ok. Une petite seconde, je vais boire mon café. Voilà. Donc,
Le principe étant, ça normalement vous maîtrisez, vous êtes capable de les retrouver, de saisir ces opportunités sans hésitation, vous savez faire la gestion du risque, bref le range normalement vous maîtrisez. Ce que vous maîtrisez normalement aussi, c'est le breakout quand il s'est produit, c'est-à-dire que normalement vous savez repérer une tendance et vous savez repérer un breakout, mais bon voilà, en général vous y allez tout doucement parce que effectivement si vous n'avez pas gardé le trade de range ici, c'est très compliqué de mettre une grosse position ici. Donc de temps en temps, vous allez profiter d'un petit breakout, c'est cool, mais la plupart du temps, vous allez le constater et pas en profiter. C'est très simple et c'est normal que vous n'arriviez pas à en profiter, parce qu'à ce moment-là, vous avez encore une expérience relativement maigre dans le marché, l'amplitude de ce que vous pouvez faire dans le marché reste également relativement faible, donc c'est tout à fait normal. Mais évidemment, il faut apprendre toujours à prendre plus de risques. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier, le problème quand vous êtes vert, c'est qu'il y a un truc que vous maîtrisez et vous pensez que vous pouvez vous reposer là-dessus. Eh bien non, le range c'est bien pour constituer une base solide de rendement. Le problème, c'est que ça ne vous fera pas gagner beaucoup d'argent. Le range, effectivement, c'est les structures les plus faciles à trader, mais comme toutes, en fait, elles sont jamais garanties. Alors vous allez avoir souvent, effectivement, raison. Le range, c'est la meilleure introduction dans le trading, parce que c'est là où vous avez le plus souvent raison. Si évidemment vous laissez un stop loss suffisamment large, si vous commencez à jouer l'agressivité dans les ranges, à foutre des tout petits stops, vous allez vous les faire péter tout le temps. Donc, la stratégie du range, elle est simple et bête, comme je vous dis, c'est de profiter d'un ratio risque-rendement. Et au lieu de prendre par exemple 3 pour 1 en ratio risque-rendement, vous prenez quasiment 1 pour 1 ou 1 pour 1,5. Donc il y a beaucoup plus de chances normalement que le marché aille chercher votre TP. Ok ? Mais il faut bien être conscient que de temps en temps, le marché va faire l'inverse. Et comme le ratio risque-rendement est relativement faible, évidemment, une perte efface quasiment un gain. Donc il faut avoir raison souvent. Et évidemment, quand le marché est un peu chaotique et volatile comme en ce moment, les trades de range, ça ne marche pas super bien. Donc, il faut de toute façon toujours avoir des rendements ailleurs. La stratégie de range, elle ne suffit pas à elle seule pour vous procurer des gains. Alors si, mais elle va vous procurer peu de gains. Parce qu'encore une fois, ces trades sont très rares. La troisième borne de range, il faut déjà que le range se forme. Alors oui, il y a plein de time frames, tout ça, mais il faut multiplier le panel de vos actifs. C'est vraiment, de vos actifs, le panel de vos patterns. C'est juste la pattern la plus facile à maîtriser, c'est pour ça qu'on commence par celle-là. Le range tendanciel, vous pouvez commencer un petit peu à le faire, mais encore une fois, c'est juste une variante du range. Donc le range tendanciel, commencez à essayer de temps en temps quand vous êtes vert, mais restez quand même pragmatique, essayez de ne le faire que quand vous avez les losanges. Voilà. Ou que quand moi je vous dis qu'il y a probablement un range tendanciel, ou vraiment quand vous êtes à la fin d'une tendance haussière, vous savez que c'est très probablement des ranges baissiers qui se mettent en place. Mais vous commencez à essayer, on est d'accord? Et ces trades-là, vous y allez toujours tout à fait doucement. Quand vous les maîtrisez, ok, pas de souci, vous pouvez commencer à vous y exposer avec des expositions logiques et normales, habituelles. Quand je vous dis ça, c'est toujours pareil, vous connaissez le risque à prendre sur un trade de range. Sur un trade de range, on ne risque pas 3% de capital, on risque 1,5 grand maximum. Et évidemment, quand c'est du TP et tout ça, on se rapproche plus de 1 que de 1,5. Voilà, on ne prend pas plus, 2% maximum de prise de risque dans un range. Mais par contre, voilà, c'est bien, ça rapporte un peu d'argent très facilement. Un trade de range, vous risquez 1%, vous récupérez 1,5%. Hein, voilà. Donc ça fait un petit 1,5%, c'est cool. Et de temps en temps, ça vous bouffe 1%. Ce qui fait que la rentabilité globale de ce trade, ce n'est pas 1,5% sur une centaine de trades, un range, ça rapporte à peu près en moyenne, par trade, d'accord, 0,5% de capital. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas grand-chose, c'est clairement nada. Donc il faut effectivement en faire beaucoup des trades. Ok, c'est important que vous compreniez ça. Ok. Mais ça rapporte, ça a une espérance de gain positive. Évidemment, il faut bien respecter les règles. Si vous commencez à triturer les trucs, ça ne marche pas. Bref, on passe au pullback. L'avantage du pullback, c'est que de l'accumulation, c'est que quand vous voyez bien le range mature, quand vous avez une conviction tendancielle qui commence à se construire, c'est dans ce jeu-là, hein, d'accord, que la conviction commence à devenir importante. Vous, normalement, à ce moment-là, vous avez entre 6 mois et 1 an à peu près de marché. C'est là où la plupart d'entre vous, vous êtes, je pense, parce que la grosse vague qui est arrivée l'année dernière, vous devez en être, vous, à ce stade-là aujourd'hui, où le trade du range, vous avez compris, la structure de la stratégie, vous captez que c'est logique, que voilà, ça n'a pas été construit au hasard, quoi, et que ça fonctionne quand on accepte tout simplement de baisser les bras et de dire, ok, bon, j'y comprends rien, mais je comprends au moins comment trader un range, c'est déjà pas mal. En tout cas, comment profiter d'un seul trade dans un range, et tout le reste, rien à foutre, hein, voilà. Et de vous dire, à ce stade-là, j'ai vu pas mal de range, de breakout, je commence à me construire un avis sur la structure de marché quand il part en tendance. D'accord ? Normalement, vous avez encore du mal parce que vous n'avez pas du tout confiance en l'accumulation,
Mais il va falloir commencer à le faire, commencer à prendre un peu de risque. Comme je vous dis, le problème, c'est que dès que vous maîtrisez un truc, vous allez penser que c'est fait, que le boulot est fait et que vous avez compris. Mais non, vous ne comprenez rien et il faut continuer à aller vers un peu plus de prise de risque. Toujours. C'est le risque qui rémunère. Donc si vous voulez gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Et le principe étant de dire, voilà, range, introduction. Le suivant, c'est essayer de choper celui-là, l'accumulation. Donc vous vous dites, ok, là je sens bien la tendance haussière parce que vous commencez à comprendre le multi-time frame et vous vous dites, ok, là il y a probablement des chances que sur les time frames inférieurs, soit on retrace une tendance baissière, soit machin, mais bref, on va normalement faire monter les prix. Donc faire monter les prix égale, on va accumuler et puis on va décaler les prix à la hausse. Donc, vous allez chercher, première chose, un range mature. Range est mature à partir du moment où vous avez fait votre troisième borne de range. Je vous rappelle qu'on considère un range mature à partir du moment où la troisième borne est faite et où la quatrième borne est en train de se faire. C'est-à-dire 4 et plus, c'est un range mature. Donc, vous prenez votre troisième borne de range. Vous avez fait votre TP ici. Ce que vous allez commencer à faire, si vous voulez commencer à chercher des structures d'hésitation, c'est que, en fait, ça, vous allez le traiter comme un range haussier. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez une conviction haussière, votre troisième borne de range, essayez de la traiter comme un range tendanciel. Au début, allez-y toujours doucement, parce que effectivement, les conditions, c'est que vous allez acheter 61%, un truc comme ça. Donc, soyez exigeant sur la qualité des signaux. Si vous avez 61% de Fibo, mais que vous n'avez qu'un TP en signal, attendez franchement d'avoir un peu mieux qu'un TP. Voilà. Soyez exigeant sur les premiers signaux, surtout quand vous tradez une pattern que vous ne maîtrisez pas. Deuxièmement, d'accord, la différence entre un range et un range tendanciel, c'est aussi la zone sur laquelle vous allez prendre vos profits. D'accord? Donc là, vous ne maîtrisez pas encore, donc vous prenez toujours, j'espère, votre petite feuille, et vous vous dites, c'est quoi la différence? Bon, ok, sweat. Donc là, la validation, c'est la borne opposée du canal de tendance, c'est toujours la même chose. C'est le moment où vous pouvez réduire la taille du stop pour réduire votre prise de risque. La confirmation, c'est différent. C'est plus 50% du canal de contexte, c'est atteindre le canal de contexte opposé. D'accord? C'est-à-dire que là, vous ne prenez pas votre profit sur les 76%. D'accord? Là, le principe est de dire, votre trade, il est validé, d'accord, au niveau du canal de tendance, vous réduisez le risque, mais vous n'allez pas plus loin que ça. À ce stade-là, vous réduisez la taille du stop loss, vous ne prenez pas le profit ici, vous attendez que le marché vienne toucher l'autre borne. D'accord? Votre contexte, il a fait ça. Ok, bien ici, on le reverse, là vous achetez, et ici vous allez attendre que le marché vienne retoucher le contexte, d'accord? Parce que normalement, si vous avez eu raison et que votre range est bien en phase tendancielle, c'est-à-dire soit vous êtes en train de consolider une tendance haussière qui va continuer, soit ici vous allez pouvoir trouver votre accumulation et renverser le mouvement. D'accord? Il faut bien que vous compreniez que le range tendanciel ne peut se mettre en place qu'à la fin d'une tendance baissière. Ici, il faut bien que vous ayez eu tendance baissière, pullback et excès final. C'est absolument important, sinon c'est juste pas possible. Mais il faut bien comprendre qu'ici, normalement, si vous avez vu juste et que les prix vont se redécaler plus haut, d'accord? Eh bien, alors le range ici peut prendre plus que 3 contacts, hein, on est d'accord? Un range, c'est à partir de 4, l'accumulation. Ça peut très bien ici continuer à accumuler et ainsi de suite. Hein, voilà. Donc l'accumulation se fera toujours comme vous le connaissez, le canal de tendance qui suit les prix, le contexte qui va rejeter la première fois, et normalement vous allez devoir commencer à maintenir des niveaux de retracement. C'est-à-dire que l'accumulation, vous pouvez vous servir des niveaux de retracement, des retracements entre ces vagues-là, d'accord, les retracements entre le point bas et le point haut que vous êtes en train de faire ici. Okay, et il faut vous dire qu'en général, une accumulation, vous la laissez tomber si le marché retrace plus de 50-61%. Normalement, l'accumulation, on retrace maxi 50%, on va rarement chercher plus bas. Donc, vous cherchez sur les Fibos, et typiquement, hein, je vous le donne comme ça, le Fibo le plus utilisé pour le retracement, c'est le Fibo 38. C'est entre 38 et 50. Donc, en fait, je suis en train là, mécaniquement, de vous donner la zone dans laquelle vous pouvez commencer à rechercher spéculativement vos accumulations. Donc, on résume, le trade d'accumulation, la base, c'est qu'il faut maîtriser vos trades de range pour que tout simplement vous n'ayez pas d'appréhension à traiter ce truc-là. Soit vous respectez les conditions d'entrée du trade de range, comme ça c'est plus agressif, enfin c'est plus restrictif, donc vous prenez moins de risques, soit vous essayez de rentrer doucement sur les conditions du range tendanciel, 61% de retracement, uniquement dans le contexte, pas de débordement obligatoire, mais par contre, comme vous essayez quelque chose de nouveau, vous le divisez le levier par 2. D'accord? Au lieu de risquer 1%, vous risquez 0,5. Okay. Simple sécurité, vous prenez un peu plus de risques, réduisez la prise de risque sur le capital.
Vous remettrez 1%, 1,5% après, quand vous maîtriserez bien la structure, vous l'aurez tradé une dizaine, quinzaine de fois, c'est bon, vous commencez à maîtriser un peu le truc, vous sentez que vous êtes beaucoup plus en contrôle, là vous pouvez risquer 1%, c'est mieux. Ok. Bref, donc, je résume. À la fin, vous avez donc votre troisième borne de range, vous avez ici, vous avez bien atteint le contexte, c'est important, hein, c'est la checklist en fait. La checklist, c'est, ok, donc je fais mon troisième borne de range, il atteint la borne du contexte opposé, checklist number 2, voilà, on ne s'arrête pas à 76% et on ne fait pas un triangle, ok. On continue jusqu'à la borne opposée, on la touche, c'est bien. Voilà. À ce moment-là, ce que vous devez avoir, typiquement, c'est donc du coup une borne de canal de contexte ici, relativement flat, c'est-à-dire qu'elle est orientée à l'achat, d'accord, mais elle est relativement flat. Les contextes ne sont pas disjoints, on n'attaque pas trop fort. On y va doucement et ça résiste assez fortement. Mais au lieu de repartir dans l'autre sens comme le ferait un range normal, on voit que le marché a tendance à se stabiliser et à freiner dans la zone entre 38 et 50% de Fibo. Et normalement, le cluster, c'est donc entre 38 et 50 avec le canal de tendance qui arrive. Et le canal de tendance qui, normalement, accélère. D'accord? C'est-à-dire que votre canal de tendance, quand votre marché se retourne, regardez le bas du canal, normalement, il doit faire un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il doit commencer à accélérer. Et ici, vous avez le 50, le 38. C'est dans cette zone-là, quand les prix viennent chercher cette zone-là, que vous allez essayer de regarder très attentivement les signaux. D'accord? Quels sont les signaux que vous devez trouver dans ces zones-là? Ça fait rarement du V-bottom, je vous le dis direct. Le prix ne fait jamais une accumulation comme ça, d'accord, où ça vient chercher et ça repart tout de suite. L'accumulation est une structure naturelle d'hésitation. C'est-à-dire que dans un range, normalement, il n'y a pas de polarité qui se met, et là, on commence à polariser le range. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où vous pouvez commencer à spéculer sur ces trucs-là. Je vous rappelle qu'ici, vous devez trouver des signaux typiques de type tendance, des précurseurs de tendance. C'est-à-dire, soit le marché est survendu alors qu'il est toujours beaucoup plus haut que les précédents plus bas, d'accord, un peu comme là. Bon, là, on n'est pas du tout dans une structure d'accumulation pour l'instant, mais on pourrait, hein. On pourrait théoriquement s'y retrouver. Mais pour l'instant, non, d'accord? Mais c'est ce genre de truc que vous recherchez. Des signaux précurseurs de tendance. En fait, des irrégularités et des distorsions par rapport au rapport prix-momentum. C'est-à-dire que le momentum ici est en train de se construire de manière extrêmement baissière alors que les prix, eux, ne suivent pas. Et ça, c'est généralement des pré-signaux de tendance haussière. C'est-à-dire que le momentum est considéré comme survendu ou divergent haussier caché ou des trucs comme ça, alors qu'en réalité, le prix, lui, ne montre pas la même force baissière. Autrement dit, il y a quelque chose qui freine les prix. C'est simplement des acheteurs qui se positionnent. Okay, et le principe est de comprendre que parfois, vous allez avoir un TP. Le TP ici est exploitable comme un signal précurseur de tendance. Rappelez-vous ce que veut dire le TP, ça veut dire que ceux qui vendent sont en train de prendre des profits. Pourquoi les vendeurs ils prendraient des profits sur 38-50% de retracement? S'ils visent bien un trade de range, c'est à 76 qu'ils doivent prendre leurs profits, pas à 38-50. Donc si les vendeurs commencent à prendre des profits ici, c'est que probablement, effectivement, ils deviennent de moins en moins exigeants sur leur prix de sortie. Autrement dit, eux, ils sont de plus en plus en stress, le stress augmente chez eux, la prise de risque augmente chez eux, et pas pour vous. Donc, ça tire toujours un peu plus vers un mouvement haussier derrière. Je vous rappelle toujours, pareil, la tendance, c'est l'échec à la tenue d'une des contreparties dans un range. C'est quand une des deux contreparties devient faible dans un range qu'on sort par un mouvement directionnel pour aller chercher une zone de prix plus élevée ou plus basse. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer d'exploiter. Le TP ici, vous le traiterez comme un TP classique, d'accord? C'est-à-dire que évidemment il faut que ça se produise sur un niveau Fibo, pas entre les deux, d'accord? Le TP nécessite une confirmation horizontale des prix, c'est absolument essentiel. Donc le TP, vous le prenez si vous êtes sur le Fibo 50 ou si vous êtes sur le Fibo 38 à la limite, et vous vous rappelez qu'évidemment il faut mettre son stop pas juste en dessous. Voilà. Donc si vous prenez le 38, vous vous assurez de mettre le stop sous le niveau 50 et pas juste en dessous. Si vous prenez sur le niveau 50, vous protégez par exemple sous le niveau 61. Ok? Le stop maximum, de toute façon, je vais aller chercher une structure d'accumulation pour vous montrer tout ça. Alors déjà, je vais repasser en mode canal pour l'instant. Une accumulation. Alors, on va essayer d'en trouver une. Bah, d'ailleurs, oui, Wall Street pourrait nous faire une accumulation, hein. D'accord? Alors moi je pense encore une fois que le mouvement haussier swing long terme est terminé, si ça se trouve j'ai tort. Et on va être ici en phase d'accumulation pour le retrouver, pour réinstaller donc une poursuite du mouvement long terme haussier. Bon, évidemment si j'ai raison, Wall Street va se prendre une patate, hein, parce que bon voilà. Mais ici on a typiquement ce qu'on vous voudriez, d'accord? C'est-à-dire que le marché ici fait ses bornes de range. Alors normalement, rappelez-vous toujours,
On aurait pu faire un trade de range ici, mais ça normalement vous maîtrisez, hein, d'accord? Donc là il y avait un trade de range qui n'a pas fonctionné, d'accord? Le marché vous a chassé comme un malpropre, mais ça arrive, hein, c'est comme ça. Surtout qu'ici, en plus, on l'avait dit, si vous le preniez, celui-là, hein, je ne sais pas si vous avez été stoppé. Ah si, ah, putain, juste en haut, ils sont sales, hein. Mais voilà, théoriquement, ici, il y avait quand même un trade de range, je pense. Ah, il n'y avait pas de signaux, je vous dis des bêtises. Donc il n'y avait pas de signaux, il était là, votre trade de range. Le stop était comme ça, et normalement, vous n'avez pas été stoppé. Vous voyez, par exemple, ici, à peu de choses près, hein, on est venu vous titiller le stop, mais là, si vous déclanchez le stop loss parce que, voilà, bah non. Non. Alors par contre, normalement, ici, vous aviez votre gestion du risque, votre stop loss à break-even, et le stop déclenché. Voilà. Enfin, votre stop au sommet, et normalement, là, vous êtes out. Bref, pardon, j'aurais pas dû faire ça. Normalement, vous maîtrisez ces trades-là, donc je ne vais pas perdre de temps. Ok, donc là, un trade de range échoué. Mais ici, du coup, comme on fait un nouveau sommet, bah, vous pouvez recommencer, hein. C'est-à-dire que comme on a écarté le range, on repart à zéro. Le décompte devient donc première vague, deuxième vague. Donc vous avez un trade, troisième borne de range à faire ici. Ok. Donc, si vous avez une conviction haussière, vous pouvez prendre un range tendanciel haussier. Bon, moi, clairement, ce n'est pas mon cas. Donc, vous prenez la structure de range classique. Autrement dit, 76%, débordement de contexte et signal. Allez, c'est parti, on y va. Ok, donc là, trade acheteur, troisième borne de range. Je vous rappelle encore une fois que moi, ici, je n'ai pas acheté le marché, mais j'ai racheté une partie de mes ventes, hein. On est bien d'accord, j'ai bien travaillé cette zone de prix. J'ai pas rien fait ici, ok? J'ai juste pas du tout eu envie d'acheter Wall Street, donc j'ai au moins pris 25% de profit ici. J'aurais dû faire plus, évidemment, encore une fois, mais bon, c'est comme ça, hein. Y a bien un jour où vous serez bien content d'avoir gardé du cash, enfin gardé des positions ouvertes si ça tombe à Wall Street. Pour l'instant, bref, on s'en fout. On se met donc dans un contexte d'accumulation acheteuse. J'y crois pas, mais c'est l'exemple que j'ai là et qu'on peut utiliser. Si ça se trouve, j'ai tort, et il y aura bien accumulation haussière, et puis sortie haussière et réinstallation de tendance haussière à Wall Street. Qu'on soit bien d'accord, je vous ai toujours dit que ça pouvait se produire, hein. Et techniquement parlant, même d'ailleurs, ça fait tout à fait du sens. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, on prend son trade, on voit bien que la zone 76, ici, elle n'a pas du tout eu l'air de gérer des profits, on la déborde, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le contexte opposé. Donc là, effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour quelqu'un qui a une vision haussière du marché, de préparer une accumulation haussière. Donc, où est-ce qu'il va se positionner cette personne? Elle va prendre les retracements, pardon, hop, je vais y arriver. Voilà. Où se trouve la zone d'accumulation? Elle se trouve ici, d'accord, entre 38 et 50 des Fibos. Alors, pardon, normalement, c'est cette vague-là qu'on retrace. Je suis désolé, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Hop, hop, donc, point bas, point haut. Je vais y arriver. Putain, voilà. Non, c'est pas WAV2. Voilà. Ok. Donc, la zone ici, c'est pas 23-38, hein, on est bien d'accord, c'est 38-50. Donc, la zone ici, elle se trouve là. C'est là la zone où, théoriquement, ça devrait accélérer. Donc, vous voyez bien qu'ici, il y a très peu de chances que ce soit une accumulation, parce que là, on a déjà pété le canal de tendance. Et là, entre guillemets, la zone d'accumulation, ce serait le canal de contexte. Ça ne fonctionne pas, on est d'accord. L'accumulation, ça se fait plus vite que ça. Donc là, il y a un problème, c'est qu'au final, les canaux de tendance, les canaux de contexte sont beaucoup trop orientés à l'achat. C'est-à-dire qu'ici, le canal de contexte est tellement proche du prix actuel que théoriquement, ici, ça ne relancera pas. En tout cas, on n'a pas une structure propice à de l'accumulation. Mais encore une fois, l'accumulation, c'est une pattern, ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas breaker autrement. D'accord? Je vous donne juste des schémas de marché, je n'explique pas comment fonctionne le marché. Je vous donne des schémas à suivre pour trader avec un risque faible. Donc ici, l'accumulation, vous ne pourrez pas la mettre en place sur Wall Street. Sauf si vous vous dites, ok, ben dans ce cas-là, moi je prends l'accumulation, je sens qu'ils sont chauds bouillants à Wall Street, et dans ce cas-là, j'accumule sur la zone 23-38. Bon, moi ça me paraît un peu dérisoire de faire ce truc-là, mais encore une fois, c'est pas impossible. Alors déjà, hop, voilà, on va être précis, ok. Donc c'est de dire, là théoriquement, si vous vous dites, bon ben en fait là c'est que les mecs à Wall Street sont tellement chauds qu'ils vont créer une accumulation 23-38. Bon, ça peut arriver dans certains cas, mais la plupart du temps, je vous dis, c'est plutôt 38-50. Donc ici, ben voilà, la seule chose qu'on peut constater, c'est ça, c'est de dire, soit ils accumulent ici, on va bien rejeter sur le canal de tendance, et le Fibo 23 va être payé,
D'accord? C'est-à-dire tout simplement, les vendeurs ici n'arrivent même pas à pousser les prix à travers 23% de retracement. Autrement dit, les vendeurs sont vraiment super, super faibles. Si c'est ça la finalité, ah bah évidemment, je peux vous dire qu'on va se faire arracher au sommet. Hein, ça, c'est clair. Donc là, le risque, ce serait donc qu'il y ait une accumulation. L'accumulation, je vous rappelle, c'est un pullback sur le canal de tendance, mais vraiment un stricto minimum 23%. C'est-à-dire que l'accumulation doit au moins retracer 23%. Okay, c'est vraiment un strict minimum, puisque je vous rappelle les règles. Quand vous vous placez dans un contexte de tendance, les conditions d'entrée sont minimum 23% de retracement. D'accord? C'est-à-dire que tous les trades que vous faites en tendance, les pullbacks, les machins, les trucs comme ça, sauf les stratégies de prise de profit comme la divergence c'est un encaissement, c'est une gestion du risque, c'est pas une entrée en position. On n'achète pas la divergence, entre guillemets, on récupère ses profits dessus. Mais du coup, que ce soit accumulation ou pullback, vous ne rentrez dans ces structures-là que par 23% de retracement au minimum. C'est la règle d'entrée. Et je vous recommande même de mettre 38 pour les débutants. Okay, quand vous débutez dans ces structures, attendez au minimum 38%. Ça veut dire que vous allez rater des trades, vous allez rater des accumulations par exemple où le marché pourrait retracer que 23% et pas 38%. Mais en attendant, il y en a beaucoup où ça va faire 38%. Du coup, vous réduisez votre risque. Voilà. Donc gardez toujours des règles plus strictes au début et puis vous les assouplissez avec la maîtrise. C'est vraiment ça la structure que vous devez avoir et vers laquelle vous devez évoluer quand vous êtes vert. Apprendre de nouvelles structures, apprendre à les maîtriser et puis commencer, une fois que vous maîtrisez, à prendre plus de risques sur ces structures, les traiter quand les signaux sont incomplets ou d'un peu moins bonne qualité. C'est là où vous devenez jaune. Vous comprenez que justement vous maîtrisez pas mal de choses déjà et que vous pouvez commencer non pas à tordre les règles, mais à utiliser et à trader des signaux partiels. Tout simplement parce que vous les aurez tellement tradés ces structures et vous en aurez raté beaucoup, d'accord, par des signaux partiels et des trucs comme ça, que vous pourrez commencer à sentir un peu ce truc-là. Je vous dis, le jaune, c'est du ressenti. Et le problème, c'est que le ressenti, c'est très difficile à expliquer de manière purement rationnelle et non subjective. Donc, je vous apprends des règles purement rationnelles, non subjectives, pour commencer à appréhender ces patterns, et après, vous vous les appropriez. OK ? Je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Donc, comme d'hab, ici, soit on a affaire à une accumulation très agressive à Wall Street. Quelle est, du coup, la prochaine structure pour valider que l'accumulation est en train de se mettre en place? Il faut aller taper le contexte. Voilà. OK? C'est-à-dire que là, si Wall Street est bien en train de nous accumuler, ils vont retenir les prix ici à 23%, ne pas aller chercher le contexte opposé et retourner chercher le contexte acheteur. Là, on sera sévèrement dans la merde sur les ventes à Wall Street et sincèrement, je vous le dis, il faudra s'arrêter. Moi, personnellement, ici, je coupe mes ventes et je ne veux plus vendre Wall Street pendant un bon moment. Tout simplement parce qu'on risque de se faire accumuler. Et si on se fait accumuler, j'attendrai l'échec de l'accumulation, c'est-à-dire qu'il faudra repasser en partie basse, recasser le contexte acheteur. Tant qu'on ne fera pas ça, je ne ferai plus une seule vente à Wall Street. Tout simplement parce que, même si c'est débile, ça n'a aucun sens, c'est fou, c'est rocambolesque, c'est sur une autre planète, voilà, je le pense tout ça, encore une fois. Tout ce qui se passe actuellement, c'est de la pure folie boursière. Voilà, c'est fou Wall Street. Mais encore une fois, est-ce que vous pouvez lutter contre la folie? Non. Moi, je ne lutterai pas à Wall Street. Objectivement parlant, je vous le dis, je n'ai aucune confiance dans ces structures haussières, donc je ne vais clairement pas les jouer. Je ne vais pas jouer l'accumulation, je ne vais pas jouer tout ça. Par contre, est-ce que je vais lutter comme un con en étant vert? Non, clairement pas. Voilà. Moi, si on va vers une structure d'accumulation, il y a un risque haussier et j'en suis tout à fait conscient. Et si on le fait et qu'on break derrière, bon, franchement, je trouve que les conséquences derrière dans le monde réel vont pas être très très jouettes, parce qu'on va s'enfoncer dans la connerie de Trump, mais en attendant, moi mon compte en banque il est lié au mouvement du prix, et je vais clairement pas m'amuser à jouer contre les mouvements acheteurs. Ok? Donc pour l'instant, suivez rationnellement ce truc-là. J'espère qu'aujourd'hui vous maîtriserez un petit peu mieux le trade en accumulation, et je vous explique son intérêt, c'est que par exemple, si ici on est à l'aube d'une tendance haussière, d'accord? Ok? Comme je vous dis, quand il s'agit de traiter des tendances, il faut que vous ayez une conviction. Vous ne tradez pas à l'achat si vous ne pensez pas que le prix va monter. Sinon, il y a une contrainte. Enfin, il y a un conflit moral qui va se mettre en place à un moment donné et ça va très très mal se passer. D'accord? C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous voyez et ce que vous tradez, votre cerveau va de toute façon vous envoyer des informations plus ou moins contradictoires et ça va très mal se passer. Autrement dit, si le marché monte ici et que vous avez une conviction baissière, si vous prenez l'achat, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous allez voir des signaux vendeurs, vous allez vous dire « Ah, du coup, le marché va se retourner, voilà, et vous allez mal gérer votre trade. » Donc,
Non. Ayez une conviction, comme ça vous respectez vos règles. Ok. C'est le plus simple. Bref, donc, ici, si on a une vision haussière, donc c'est pas mon cas, mais je peux me mettre à la place de quelqu'un, donc comme je vous dis, on supporte les prix par là. Bon, il y a bien les signaux d'accumulation, donc là, il y a tout pour y aller. Hein. Voilà, c'est de dire, ici, un mec qui est haussier, il peut accumuler. Voilà. Mais il faut encore avoir une vision haussière, c'est-à-dire se dire, 3000 pour le S&P 500, c'est pas cher, on va monter. Voilà. C'est possible, mais quand je vous parle de monter, je vous parle de tendance daily, là, hein. Enfin de tendance daily et de tendance 4 heures. Donc si on va installer une tendance 4 heures, c'est pas pour aller à 3150, hein. On est bien d'accord. Si on tendance haussière, c'est 3004. Donc 3004, et c'est un strict minimum vu la durée de l'accumulation. En gros, on aura rangé pendant 2 ans à Wall Street, et on va repartir à partir de ces 2 ans. Donc le minimum, c'est au moins le report du range qu'on a fait en 2 ans. Donc comme je vous dis, c'est au minimum 3005. J'y crois pas une seconde que le S&P peut valoir 3005. Ça se trouve, je me trompe. Hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Bref, donc l'accumulation, ce serait ça. Évidemment, on peut continuer d'accumuler un peu, hein, c'est-à-dire revenir une nouvelle fois chasser du canal de tendance, mais le principe, c'est de dire, on grind le contexte. D'accord. Et normalement, vous devez avoir canal de tendance et canal de contexte alignés. C'est-à-dire, votre contexte monte comme ça, le canal de tendance monte, et il y a un moment donné où pac, on vient accélérer à travers les deux. Ça, c'est votre breakout. Normalement, ces structures-là, vous êtes capable de les reconnaître. Okay. Donc, vous reconnaissez le breakout, mais quand vous avez pris de l'accumulation ici, quand vous avez en plus de ça, gardez une partie de votre trade de range ici, parce que je vous rappelle que dans ce cas-là, suivez vos règles. Quand vous avez pris un range tendanciel, votre target 1, c'est arriver dans la zone d'objectif de la borne opposée du range. Donc, en gros, vous accumulez ici, vous prenez des profits ici, mais c'est quoi? C'est target 1. J'ai jamais dit que c'était une target finale ici. Ce n'est pas une limite. Dans un range haussier, vous ne limitez pas le marché. Ici, vous prenez, typiquement... Alors, bon, le principe, c'est de dire, sur le PDF, je vous ai mis pour les profils à faible risque, TP total. Bon, encore une fois, au début, faites un TP total. Après, apprenez à prendre un peu de risque. C'est-à-dire, vous prenez un TP partiel. D'ailleurs, je vois ce que j'ai écrit, j'aurais peut-être dû être un peu moins agressif. J'aurais dû mettre TP 50% pour les profils modérés et TP 75% pour un profil faible risque. Je suis peut-être allé un peu fort là, c'est vrai, sur la gestion du risque de ces trucs-là. Mais le principe étant de dire, ici, essayez de garder un peu de cash ouvert. Comme ça, vous avez un bout de position ici, très faible, parce que vous en avez pris au moins la moitié en gain ici, voire les 3/4 ou un truc comme ça. Okay. Évidemment, ici, vous mettez un stop loss à break-even derrière ou en gain. Okay. Vous prenez une position ici, qui vous permet en fait de réinvestir vos gains ici. Okay, tout en laissant toujours pareil le stop loss relativement loin. Sous le Fibo 61, okay, vous vous protégez sur les zones où l'accumulation n'a plus de sens. Okay. Et évidemment, derrière, vous espérez que le marché va breaker. Et du coup, dans cette structure-là, vous avez un trade ici, une première prise de profit partielle ici. Autrement dit, je vais mettre le nombre de frais. Voilà, on va dire, ici, vous êtes rentré avec 4 lots. Ici, vous allez en sortir 2. Ici, vous allez reprendre 4 lots. Ok. Là, ça monte. Ici, blablabla, blablabla. Là, breakout. Ok. On va dire que le breakout se produit ici. Vous allez remettre 4 lots. Ok. La finalité, c'est donc qu'il vous reste 2, 4, 4. Alors ici, si vous êtes débutant, vous ne prenez pas 4, vous prenez que 2 par exemple. Vous réinvestissez ce que vous avez mis là, vous en prenez que 3. Quand vous débutez sur l'apprentissage du pullback, de l'accumulation, vous y allez tout doux, hein, c'est important. Mais le principe est, respectez bien les règles, minimum, stricto minimum 23% de retracement, et pour vous c'est plutôt 38%. Donc là ici, vous ne pouvez pas jouer l'accumulation à Wall Street, parce qu'à 38%, vous serez dans le Fibo, vous serez dans le contexte acheteur, donc pas possible pour une accumulation. Okay. Mais là, en gros, Wall Street, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est qu'il faut qu'ils rachètent ici. Ils ne peuvent pas aller plus bas. S'ils veulent un mouvement haussier, il faut acheter ici. Voilà. Et breakout haussier, évidemment, vous n'hésitez pas à y aller, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez pris 4 lots ici, que vous avez revendu 4 lots, du coup, il ne vous reste rien. Si vous mettez, par exemple, un ou un lot et demi ici, derrière le breakout, vous n'allez pas pouvoir mettre grand-chose, on est bien d'accord, tout simplement parce que vous ne pouvez pas tripler la taille de la position sur le breakout. C'est débile, on ne s'expose pas non plus à donf parce qu'on a un breakout. Mais c'est de comprendre que si vous gardez un peu de ça, que vous vous exposez correctement ici, en fait, ça vous permet de prendre 4 lots au breakout sans nécessairement prendre beaucoup de risques. Et à ce stade-là, boum, breakout égale stop loss ici, et à ce stade-là, en fait, vous prenez plus aucun risque, et vous avez, en réalité, ici, 10 lots. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une tendance qui commence à émerger, tout le monde commence à dire « Oh putain, ça y est, c'est haussier, machin, bidule ». Tout le monde commence à s'exciter, à rentrer dans la charrue,
Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà dedans, tranquillou biloute. En plus de ça, vous avez déjà une exposition plus que confortable. Qu'est-ce qui fait? Bah, vous vous laissez faire. Tous les glands sont en train d'acheter, bah, vous les laissez acheter et vous voyez votre compte augmenter. C'est comme ça qu'on règle les tendances, mais évidemment, ça nécessite un petit peu de travail. Donc, vous cherchez à apprendre et à bien maîtriser ces contextes, c'est vraiment important. La semaine prochaine, on va essayer de se faire le pullback. Bon, c'est des contextes que vous maîtrisez généralement bien, le pullback, mais on va essayer de le revoir, de redonner des règles, et puis je vous essaierai de vous donner comme ça 2-3 petites astuces. Parce que là, par exemple, comme je vous dis, la zone 38-50, ça, c'est pas marqué dans le PDF, mais voilà, je préfère vous donner des astuces comme ça dans ces émissions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Encore une fois, ne regardez pas l'émission de demain. Je sais qu'il y en a qui continuent de le faire. Le pire, c'est que je regarde les statistiques YouTube dans ces cas-là, pour voir un peu comment vous réagissez par rapport à ces trucs-là. Je ne vois pas la fréquentation baisser. Donc, ça veut dire qu'il y en a parmi vous qui continuent de regarder les émissions qui ne leur correspondent pas. Et ça ne me plaît pas. Donc, la plupart d'entre vous sont satisfaits du fait qu'on est hiérarchisé. Je vois clairement qu'il y a des gens qui respectent les règles. Je vois qu'il y en a aussi une bonne partie qui ne respectent pas. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Je sais qu'il y en a parmi vous, encore une fois. Enfin, je veux dire, si je vous avais tous rencontrés en personne, je pourrais donner des explications logiques à ce qui se passe. Bon, je sais aussi qu'il y en a parmi vous qui ne traitent pas et qui écoutent par pure curiosité intellectuelle ou Dieu sait quoi. Peu importe, dans ce cas-là, ok, si vous voulez regarder toutes les émissions mais que vous ne tradez pas, je comprends encore une fois pas vraiment pourquoi vous faites ça, mais c'est pas grave. C'est gratifiant pour moi, mais je comprends pas l'intérêt pour vous. Donc dans ce cas-là, ok, si c'est ça la raison de la fréquentation au-delà de ça, enfin au-delà des chiffres que j'attendais, dans ce cas-là, ok. Par contre, si c'est bien des verts qui continuent de regarder les émissions pour les jaunes, non, on est bien d'accord. Vous n'y apprendrez non seulement rien, si ce n'est apprendre à essayer d'aller trop vite. Autrement dit, de travailler votre biais d'impatience. Donc, relâchez-le, votre biais d'impatience. Donnez-vous des objectifs concrets. L'objectif concret, c'est de maîtriser plus de patterns et d'arriver à percevoir un petit peu, à bien les maîtriser pour commencer à prendre un peu plus de risques avec ces patterns-là. Ok ? Mais encore une fois, si vous connaissiez déjà et que vous maîtrisiez déjà bien le contexte d'accumulation, aujourd'hui, vous n'avez rien appris, vous attendez la semaine prochaine où je vous apprendrai peut-être le pullback. Et puis si vous maîtrisez déjà le pullback, bravo, commencez alors à prendre un peu plus de risques. On le fera au fur et à mesure. De toute façon, j'ai une émission par semaine pour vous. Donc, une fois par semaine, il va falloir qu'on prenne des cas comme ça, assez concrets, où on va pouvoir parler d'un contexte et de trucs comme ça. Mais je vais d'abord poser des bases et après on ira un peu plus compliqué dans les applications, dans les prises de risques, et essayer de prendre des exemples où justement j'essaierai de trouver plusieurs accumulations, de voir comment sont les différents signaux de ces accumulations et comment du coup on aurait pu moduler la prise de risque sur ces différentes accumulations. Voilà. Bon, on fera ça plus tard. D'abord je pose des bases un peu plus solides, être sûr qu'on soit tous sur les mêmes bases. Voilà. Donc aujourd'hui on a fait l'accumulation, semaine prochaine on essaie de se faire le pullback ou un truc dans le style, et voilà. Bye bye.